Bonjour Bonjour. Michel, et merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à la série documentaire Être humain. Notre première question est la question qu'on pose à tous nos invités, et c'est toujours la même. Donc, je vous la pose. Quel est, Michel, votre tout premier souvenir d'enfance? Je ne suis pas très sûr de ce souvenir si je ne l'ai pas reconstruit par la suite, mais c'est dans mon village natal, évidemment, à Chambois, dans l'Orne, et j'ai l'impression d'être dans une poussette que ma mère pousse, enfin une petite, pas un landau, mais une poussette, et d'avoir une vue et d'avoir le découpage de ce plan avec le haut de la poussette. Et j'ai l'impression d'avoir eu cette image plus ce cadre-là. Donc c'est un cadre, c'est une image, et c'est dans mon village natal. Oui. J'ai l'impression que c'est... enfin, souvent, les premiers souvenirs ont tendance à être un petit peu le symbole de quelque chose qui peut nous arriver un petit peu par la suite dans notre vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, vous me posez la question, je vous fais cette réponse, et j'étais en train de me dire en faisant ce dessin que j'ai eu un AVC et que j'ai perdu un quart de mon champ visuel, et que ça correspond à cette partie-là. C'est un peu écrit peut-être. Donc voilà. Quel genre d'enfant étiez-vous, Michel? Alors je vais dire, si je m'en crois, et pas si j'en crois ma mère qui trouvait que je me disais toujours tu vas finir sur la guillotine, à la guillotine, sur l'échafaud, etc., etc. Moi je pense que j'étais un gentil garçon, très renfermé, très contemplatif, euh, plutôt gentil. Je crois que je me suis jamais senti en colère ou en rébellion, attentif au monde. Et puis, bon, il y a eu des histoires qui ont fait que je me suis retrouvé placé dans un orphelinat à 10 ans par ma mère, qui m'a frappé pendant les... Enfin bon, voilà, il y a eu cette période pas forcément terrible. Et j'ai trouvé refuge dans la lecture. Et ça, j'ai souvenir de cette espèce de baguette magique qui était le livre. C'est-à-dire qu'on est dans la souffrance, on est dans la douleur, on se prend des coups, on se fait insulter, enfin bon, voilà. Si je peux me permettre, le livre, c'était la porte de cette prison dans laquelle vous étiez. Oui, c'est ça. J'avais la clé pour ouvrir la porte et pour m'en aller, quand je voulais. Et donc, matériellement, on ouvrait ce livre et d'un seul coup, on rentrait dans l'histoire et voilà, on n'était plus là. Il n'y avait plus rien, on pouvait me dire n'importe quoi. Ce qui fait que j'ai gardé cette capacité à la concentration. Je peux vraiment me concentrer. C'est-à-dire que s'il y a un chahut total dans un wagon, dans un train, que j'ai un livre, je peux continuer à lire. Ouais. Y compris des textes compliqués. Hein. Je veux dire que et c'est même parfois plus facile pour moi pour un texte compliqué. Je pense que je me concentre, je rentre plus facilement dans un texte de Kant s'il y a du Chambard dans le wagon, par exemple, que dans un roman, un petit roman aujourd'hui, je dirais. Donc ça, j'ai connu ça très tôt, et je l'ai connu quand je suis rentré dans cet orphelinat où il y avait des prêtres pédophiles, où c'était la violence physique, Vous avez etc. personnellement assisté à des comportements douteux? Ah oui, des tripotages, des caresses, oui, des choses comme ça, oui. Et donc, c'était le vieil homme et la mère. Et j'ai découvert ce truc fascinant de se retrouver. On était 120 dans un dortoir, 120 dans un réfectoire. Et évidemment, dans les dortoirs, ça fait 240 chaussettes, 120 slips, de gamins qui se lavent peu ou pas. Et donc, il y a une puanteur perpétuelle, ça sentait le gras, tout était collant, tout était... Et puis d'un seul coup, on est en plein milieu de la mer, on est dans la barque du pêcheur, on est en train de pêcher l'espadon, et puis il y a les embruns qui arrivent, et on ferme, et on ouvre, et on ferme, et on ouvre, et il y a cette magie-là. Donc très tôt, c'est même très précis, j'ai 10 ans, et je commande, on avait des fournitures, ce qu'on appelait des fournitures, on avait une liste, et puis on commandait des crayons, des papiers, etc., des gommes, et j'avais commandé un petit carnet pour moi. Et évidemment, il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Naturel, qui était là pour faire des économies aux parents, et qui disait, mais ce petit carnet est demandé par quel professeur? Il a été demandé par personne, il a été demandé par moi-même, je voulais écrire une histoire. Et j'ai menti en lui disant, c'est pour faire un agenda pour le cours d'anglais. Ah, c'est une excellente idée, etc. Je sais toujours pas parler anglais, je suis terrorisé, peut-être que ça s'enracine dans cette histoire. Et j'ai raconté une histoire, une fiction, et j'ai rempli ce petit carnet. C'est-à-dire, j'ai commencé en haut à gauche, j'ai saturé toutes les pages, et à la fin, je termine mon histoire. C'est une fiction, et j'ai 10 ans. Donc un jour, ma mère me redonne un sac en plastique en me disant « Tiens, c'est des affaires à toi ». Et donc il y avait mon livret scolaire, des copies, plus ce petit carnet. Et donc le livre est ce qui m'a sauvé, probablement le livre est ce qui me sauve aujourd'hui aussi. Alors il y a ceux que j'ai lus pendant très longtemps, puis maintenant ceux que j'écris. Très bien.
Est-ce que vous avez fait une grosse bêtise, jeune? Jamais. Jamais. Un enfant... Non. Oui, oui. Non, non, moi j'ai un très gros surmoi, hein. C'est-à-dire que j'ai été éduqué comme ça. J'avais un père qui parlait peu et qui, quand il disait quelque chose, c'était une parole d'évangile, quoi. C'était frappé au coin du bon sens, c'était jamais de méchanceté, jamais de... Et si éventuellement il y avait une espèce de résistance, mon père disait «j'ai dit». Et quand mon père avait dit «j'ai dit», c'est qu'il avait dit, et voilà. Et il m'a frappé une fois, parce que, par procuration. C'est une gifle donnée par ma mère, en gros. Ma mère qui dit «mais toi, tu dis rien du tout, dis-lui, mets-lui une gifle, ou je sais pas quoi, pour avoir la paix, même une gifle». Ça m'a collé par terre. Mais c'était ma mère qui me l'a donné. Et donc, ça, c'est quelque chose que je garde en moi, en me disant, en fait, c'est une chance d'avoir pu connaître ça comme ça, dans ces configurations-là. Très bien. J'ai l'impression que, pour vous avoir écouté, que votre père, c'est un homme en fait qui a énormément compté, c'est un homme qui vous a transmis de belles valeurs. Oui, et jamais sur le principe de la leçon, mais toujours sur le principe de l'exemple. C'était pas assieds-toi, mon petit garçon, je vais t'expliquer des choses et puis tu comprendras que, ou pas du tout, jamais. C'était le témoignage, c'était l'exemple. Donc évidemment, ce ne sont pas forcément des choses qu'on comprend quand on a. Si vous voulez, allez-y, hein, on va reprendre, on va couper. Non. Non, on va se débrouiller. C'était des témoignages par l'exemple et mon père montrait ce qu'était, je dirais, une vie philosophique, c'est-à-dire il disait ce qu'il faisait ce qu'il disait, jamais de colère, jamais de méchanceté, jamais de grossièreté, jamais de haine pour qui que ce soit, jamais d'injustice, jamais de... rien à lui reprocher dans toute sa vie, qui a duré 88 ans. On ne pourrait pas dire, bon là, ça n'a pas été terrible sur ce moment-là, pas du tout, jamais. Donc il y a eu ça, quelques petits exemples de... par exemple, un jour, on sort sur le devant de la maison et puis il me montre le ciel et il me raconte la Voie lactée. Et il me dit, tu vois, la lumière des étoiles elle est partie il y a très longtemps, très très longtemps. Et ces étoiles, aujourd'hui, tu envoies la lumière, mais elles sont mortes. Ça fait des millions d'années, c'est très très loin, etc. Et puis après, il me dit, là-haut, tu vois, celle qui brille très fort, eh bien, c'est l'étoile polaire, c'est la première levée. Et c'est la dernière couchée. Et puis c'est tout. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il m'avait donné deux leçons. Il m'apprenait ce qu'était le temps. D'une certaine manière, il m'apprenait aussi ce qu'était l'espace. Et puis, il m'apprenait aussi de manière éthique qu'il fallait être le premier levé, le dernier couché, et il fallait indiquer le nord. Oui, il y avait plusieurs messages. Voilà. Et donc, mon père, c'était ça. C'était des phrases frappées au coin du bon sens, du genre « toute peine mérite salaire ». Donc, mes parents n'avaient pas d'argent, mais quand je l'aidais à planter des pommes de terre, par exemple, il y avait toujours une petite pièce, comme on dit, qui était une façon de dire « c'est un travail, ça a été payé ». Voilà. Et donc, je n'ai jamais vu mon père se plaindre. Je ne l'ai jamais vu, jamais entendu se plaindre, jamais dire je souffre, j'ai mal, je suis fatigué, je suis épuisé, je ne sais pas quoi. Il faisait des journées de 10 heures. Et quand c'était la moisson, il dormait 3 heures par nuit. Et quand il faisait moins 10, il allait travailler. Et donc, jamais de plainte. Ça aussi, c'est une leçon. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai un peu de mal avec des gens qui, quand ils se sont vaguement pincés le doigt, poussent des cris, hurlent, appellent police secours, ou tous ces gens qui nous disent « ah, je souffre, je fais ceci, je fais cela ». J'ai également perdu ma compagne, mais je dirais que j'ai eu aussi de la chance de l'avoir dans ma vie, parce qu'elle a eu un cancer qui a duré 13 ans, et 7 années de chimiothérapie non-stop, je ne l'ai jamais entendu se plaindre non plus. C'est-à-dire que les deux personnes qui ont compté pour moi sont des gens qui m'ont donné des exemples, mais jamais de leçons. Et sans donner de leçons, donner des exemples, c'est pour moi l'éloge de la philosophie romaine. J'ai fait un livre qui s'appelle Sagesse et qui est tout entier construit là-dessus pour dire que l'espèce de théorie des Grecs, ça nous fatigue un peu, alors que les Romains nous donnent l'exemple. Ils ne disent pas il y a qu'à, il faudrait, tu devrais, etc. Ils nous disent j'ai fait ceci. Et de fait, mon père a été majeur pour moi. Je ne l'ai pas compris tout de suite. Il a été majeur dans la construction de mon identité parce que je l'ai vu vivre et que le voyant vivre, je me suis dit quelle belle vie, puis le voyant mourir. Et un soir, il était chez moi, dans mon village, et je l'ai reconduit chez lui, et puis on s'est retrouvés sur la place du village, entre chez lui, chez moi et l'église, il y avait l'église entre deux. Et puis il me dit, il faut que je me mouche. Et alors, je tenais le bras. Il n'avait pas besoin que je lui tienne le bras, il avait 88 ans, mais il marchait vraiment très bien. C'était par affection. Et alors j'ai regardé le ciel, et le ciel était rougeoyant, une espèce de bordeaux particulier, une couleur étonnante. Il était 1h du matin, minuit 20 même, pas si.
Et je dis à mon père, qui se mouche, je dis, on ne verra pas notre étoile ce soir. Et il me dit, non, ce soir, le ciel est couvert. Et il est mort, dans mes bras. Il est mort, c'est-à-dire qu'il n'est pas tombé, il ne s'est pas effondré, il est mort. Comme un chêne foudroyé, qui aurait été coupé en deux, et il était là debout, et comme ça. Et je l'ai appelé, papa, papa. Et j'ai compris. Je l'ai pris comme aîné en guise, je l'ai porté un peu plus loin, je l'ai allongé par terre, couru chez moi où il y avait un dîner avec des amis, et il y avait notamment une amie médecin, que j'ai appelée, je suis revenu très très vite, et puis il était en train de mourir. Donc ça je l'ai compris. Et cette amie avait appelé l'ambulance est venue, ils ont fait un massage cardiaque, puis à un moment donné j'ai dit arrêtez, ça fait 20 minutes que vous êtes en train de faire un massage cardiaque, il y a des dommages cérébraux, je ne veux pas que mon père demain soit vivant mais un légume. Ils ne l'auraient jamais accepté, et donc ils m'ont dit vous êtes sûr? Je dis oui, oui, bien sûr, on arrête là. Et donc, même dans sa mort, je me suis dit qu'il m'avait donné aussi une leçon. Tout à fait, oui. Il avait été exemplaire, il est mort sans faire de bruit. Et même mort, il était debout encore. Donc, très belle formule. Il n'aura cessé de me donner, je vous dis, des leçons sans me donner de leçons, et simplement par exemple. Très bien. Très, très beau message que vous lui adressez. Si aujourd'hui vous étiez jeune... Je ne le suis pas. Oui. Nous ne le sommes plus, je dirais. Imaginons un instant que vous faisiez une dizaine d'années aujourd'hui. Ce monde, vous le trouverez comment par rapport à celui que vous avez vécu, qui était certes difficile, mais différent de celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on imagine Michel Onfray à 11 ans, plus compliqué quand même la vie aujourd'hui pour les jeunes. Oui. Je pense qu'à l'époque, moi, je pouvais m'en sortir avec l'école. La preuve, c'est que, je veux dire qu'on m'a appris à lire, à écrire, à compter, à penser dans une école qui ne faisait pas la différence entre les enfants de patrons et puis les enfants d'ouvriers. Et puis si on avait des bons résultats, on avait un diplôme. Si on avait un diplôme, on rentrait à l'université. Si on travaillait, on sortait avec un diplôme qu'on pouvait monnayer pour avoir un métier. Et puis voilà. Alors après, j'ai écrit des livres, j'ai été publié, j'ai été traduit, c'est une chose, mais n'eussé-je pas fait ce trajet-là que j'aurais tout de même pu être professeur, enseigner dans un lycée, et puis avoir une existence qui n'était pas du tout celle que mes parents ont pu avoir. Je crois que le même Michel Onfray, avec un père ouvrier agricole et une mère femme de ménage, ne s'en sortirait pas aujourd'hui, ça paraît évident. Donc il n'y avait pas la drogue, il n'y avait pas les écrans, il n'y avait pas tout ce délire néo-progressiste, je dirais. Et aujourd'hui, tout ça détruit les enfants. Je pense que quand on est déjà dans une école primaire mis en contact avec de la drogue et qu'on a éventuellement fumé des pétards alors qu'on est au collège, qu'on a 12 ans ou quelque chose comme ça, et qu'on détruit son cerveau, qu'on est sur les réseaux sociaux et qu'on écoute des bêtises, des sottises, qu'on accède à la sexualité par la pornographie, et que... Enfin, je pense effectivement que c'est très difficile aujourd'hui de s'en sortir quand on est un enfant. Et l'idée de se dire, j'aime les livres, moi les livres m'ont sauvé, mais parce que je lisais Baudelaire, parce que je lisais même Freud, Marx, Proudhon quand j'étais adolescent, et que, ou Flaubert, je veux dire, Bouvard et Pécuchet, enfin, j'avais une jubilation physique, physiologique à lire des livres comme cela. Je ne suis pas sûr qu'un jeune aujourd'hui puisse trouver son salut là-dedans. Ils ont tous envie d'être footballeurs, ils ont tous envie de faire des carrières dans le cinéma ou dans les séries, ils ont envie de devenir des chanteurs de charme. Ils veulent être calife à la place du calife, en fait. Oui, j'ai vu, je suis retourné il y a quelque temps dans mon école là, de primaire, et donc on a parlé, l'instituteur voulait que je leur parle des livres, de la philosophie ou ce genre de choses. Et puis j'ai posé la question, il y en a un, et je lui dis mais tu veux devenir quoi? Il me dit moi je veux devenir Zidane. Enfin, c'était quand j'y pense, je dis il y a quelque temps, c'était à l'époque de Zidane plutôt, donc c'est pas tout de suite. Aujourd'hui, il me dirait Mbappé probablement. Et donc, une autre petite, et je lui dis et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors elle voulait faire du cinéma. C'est-à-dire, dans mon village, alors il voulait pas faire du football, il voulait être Zidane. Hein. Il aurait pu dire, j'aimerais bien être footballeur professionnel, ce qui est déjà pas mal. Ah non, c'est pas footballeur professionnel, c'est Zidane. Déjà brûler les étapes, quoi. Et donc, je me disais... moi, je serais parent de ces enfants-là, je les laisserais pas délirer comme ça, quoi. Mais c'est difficile, hein. Sûrement, mais c'est... Parce qu'on a de la concurrence en face, je veux dire, quand on a ces écrans-là qui vont proposer un monde ultra ludique, où tout est accessible au moins de coups de pouce, quelque chose de totalement superficiel. Pour lutter derrière, il faut vraiment développer une relation tout au long de l'éducation, et dès le plus jeune âge,
très forte et très sincère, comme votre père a pu le faire. C'est Voilà. ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir des parents qui sont des parents dignes de ce nom, qui vous disent mollo. Peut-être tu pourrais être Zidane dans l'hypothèse où tu serais un footballeur professionnel et que tu serais le meilleur de ta génération. Mais attention, c'est une probabilité parmi d'autres et c'est pas aussi simple, etc. Dire aux enfants, arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. Peut-être peux-tu le devenir. Moi, je ne me suis jamais dit, il y a 10 ans, je deviendrai un écrivain qui... Jamais. Aurais-je dit ça à mes parents, que mes parents auraient dit, pour qui te prends-tu? Et donc, les enfants ne disent ça que parce que les parents leur laissent dire ce genre de bêtises. Donc, évidemment, entre le gamin qui a 10 ans veut être Zidane et celui qui, je ne sais pas ce qu'il est devenu maintenant, mais je veux dire, qui a 20 ans n'est pas Zidane, à 30 ans est sûrement pas du tout Zidane, et qui sait qu'il ne le sera jamais dans sa vie, vous imaginez bien un peu ce que ça produit comme cerveau, comme souffrance, comme individu raté, quoi. Frustration. Frustration. D'ailleurs, il y a une dualité entre les frustrations qui sont très mal gérées et le développement en fait d'un ego dans le mauvais sens du terme qui sont en total paradoxe. Mais bien sûr, parce que après ça, vous avez la lecture des choses que vous allez faire vous-même en vous disant non, mais j'ai rêvé, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, mes parents n'auraient pas dû, pas du tout. C'est tous des salauds, c'est pas de ma faute, si j'avais ceci, si j'avais cela, etc. L'autre jour, il y avait une dame à la télévision là, qui parlait de la réforme des retraites. Elle était contre, moi je suis contre aussi. Hein. Et elle expliquait qu'elle était dans une quincaillerie, qu'elle travaillait dans une quincaillerie. Et que c'était un deuxième métier, puisqu'elle avait été précédemment, comment dit-on, assistante infirmière, enfin aide-soignante. Et elle dit à un moment donné, oui, mais moi je suis d'un milieu où je n'ai pas eu de chance, si j'avais fait des études, j'aurais été médecin. Elle avait à peu près mon âge, hein, je dirais. C'est-à-dire que tous ces gens qui disent moi je voulais être médecin, je ne l'ai pas été, je suis quincaillère aujourd'hui, mais c'est de la faute aux autres, quoi. C'est pas moi, c'est la société qui ceci, c'est la société qui cela. Jamais mes parents, mon père, ne m'aurait dit repose-toi sur la société, elle est coupable de tout, tout le temps. Moi, mon père, il m'aurait dit si tu avais travaillé, tu aurais pu devenir médecin. Si tu avais été bonne à l'école, si tu avais été bon à l'école, si tu avais, etc., etc. Et il m'aurait pas dit c'est la faute à la société, quoi. C'est la faute de la société qui est toujours coupable, etc., etc. Il y avait une espèce de prise en charge de soi-même en disant tu es responsable. Tu vas faire quelque chose de ta vie. Si tu n'en fais rien, c'est ton affaire. Et si tu travailles pas à l'école, c'est ton affaire aussi. Et c'était ce qu'on m'enseignait. Alors, je ne veux pas dire que je suis devenu philosophe grâce à l'école, mais je pense que s'il n'y avait pas eu le travail du philosophe, il y aurait de toute façon au moins un poste d'enseignant qui aurait pu... Voilà, je serais probablement... J'ai 64 ans, j'aurais probablement été à la retraite, je serais probablement à la retraite, et puis voilà, quoi. C'est bon, à une époque, je voulais être chauffeur de train, je suis allé à la gare n'a pas voulu de moi, aurais-je été pris comme chauffeur de train, que je serais à la retraite depuis plus de 10 ans. Et donc, je n'ai jamais dit, c'est de la faute à machin ou à bidule ou à tel. Moi, j'ai eu des échecs dans ma vie. Et je ne les impute qu'à moi-même. C'est-à-dire que quand j'ai passé un examen pour rentrer, pour devenir instituteur, à l'époque, il y avait on appelait un système de bourse, j'ai raté l'examen. J'étais pas bon, c'est tout. J'étais pas bon, j'étais pas prêt, j'étais pas à la hauteur, j'avais des lacunes. Eh ben, j'ai pas eu la moyenne. Je ne dis pas c'est de la faute à ceci, à cela. Non, je suis passé à côté. C'est tant mieux. Les échecs font partie des succès. C'est-à-dire que... Oui, on n'apprend que de ses erreurs. Et oui, pas forcément. Je dis, il y a des gens qui ont des erreurs dont ils ne tirent pas les conséquences et qui n'apprennent rien de rien. Mais c'est par rapport à l'éducation qu'on a pu avoir. Mais c'est ça. Moi, je ne me suis jamais trouvé dans la situation d'être un petit chéri à qui on disait on te doit tout parce que tu es le plus grand, le plus fort, le meilleur, le plus beau. Et puis voilà. On est aujourd'hui dans une espèce d'intolérance à la frustration qui fait que les enfants disent moi, je serai cosmonaute. Et les parents disent il est mignon et gentil. Quand tu iras dans la Lune, tu enverras un texto à maman, bien sûr. Hein. Bah oui, évidemment, on peut faire ça. Mais on peut aussi dire, hop, attention, beaucoup d'appelés, peu d'élus, bien travaillé, des gros succès, des ceci, des cela. Et puis oui, bien sûr, tu peux y arriver. Mais attention, c'est un objectif. Et pour parvenir à cet objectif, il va falloir que tu fasses le nécessaire. Plutôt que de dire, mais non, mais bien sûr, c'est ton droit, mon chéri, si tu veux devenir cosmonaute, t'as bien le droit. Si tu veux être le premier homme à mettre le pied sur Mars, mais bien sûr que tu as raison, et mon fils, il sera le premier à mettre le pied sur Mars. Évidemment, on peut fonctionner comme ça. Moi, je ne pense pas que ce soit forcément bien pour le petit garçon ou la petite fille à qui on aura toujours dit t'es le plus grand, t'es le plus fort, on te doit tout, et tu n'as que des droits, tu n'as aucun devoir. Moi, j'ai aimé l'éducation que j'ai eue, même si je parlais tout à l'heure des coups, ma mère, etc. Bon, mais
Ma mère ne m'a jamais dit non plus que j'étais le plus grand, le plus fort, le plus beau, ça c'est sûr, c'est même plutôt un peu l'inverse. Mais il y avait en même temps un contrepoison, l'antidote, c'était mon père qui me ramenait à moi-même, à mes justes dimensions, et qui me disait, si tu travailles, tu pourras réussir, et puis réussir sa vie, réussir dans la vie, c'est pas la même chose. Il vaut mieux, d'une certaine manière, un jardinier heureux, un philosophe malheureux, enfin c'était un peu ce genre de choses, en disant... et il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Bien mal acquis ne profite jamais. Toute cette sagesse que l'école primaire distillait avec des fables de La Fontaine. Et quand je lis La Fontaine aujourd'hui, je me dis, mais toutes ces sagesses, finalement, elles sont millénaires, mais elles sont tellement justes. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a fait un cadeau magnifique, peut-être l'un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais fait. Et je ne sais pas d'ailleurs comment cette personne a eu ce livre-là, mais la personne me dit, dans un vide-grenier. Non, c'était pas un vide-grenier, c'était une espèce de foire aux livres. Enfin, elle me dit, j'ai trouvé ça, je pense que ça vous fera plaisir. C'était un livre de lecture, j'ouvre, et c'est un livre de lecture qui avait appartenu à mon père. Bon. Je ne sais pas comment elle avait découvert ce livre, comment le livre était parvenu entre ses mains. Elle me dit, je l'ai acheté, je pense que c'est pour vous. Et j'ai lu ces textes, ces choix de textes, et j'ai retrouvé plein de choses de mon père, des leçons qui m'avaient été données. Et j'avais fait une université populaire du goût, et on consacrait parfois une université populaire à un auteur, et on avait fait une journée George Sand. Et donc on faisait de la cuisine de George Sand, de la musique de George Sand, on avait des concerts, on avait des repas, on avait des débats, des gens qui avaient travaillé sur George Sand, quelqu'un qui avait fait la correspondance complète de George Sand, enfin quelqu'un qui connaissait tout George Sand. Mon père était encore vivant, et il me dit, ah mais il y avait un joli texte de George Sand où elle racontait qu'un cheval avait été enterré sous un arbre et que la saison suivante, ça avait donné une herbe plus grasse, etc. C'était une leçon panthéiste extraordinaire, du genre la mort donne la vie, que finalement on fabrique de la vie avec de la mort, etc. etc. Et je dis aux gens qui sont là, je dis, écoutez, mon père avait souvenir de ce texte de George Sand, et il me dit, bah, écoutez, ça me dit rien. Mais j'ai tout lu de George Sand, mais peut-être, mais j'ai oublié, je sais pas, peut-être. Je me dis non, je pense que vous vous en souviendriez, etc. Il me dit non, vous savez, ça peut toujours nous quitter l'esprit, etc., etc. Il se fait que dans ce livre que la dame me donne, je retrouve l'histoire. Mon père s'était trompé, c'était un texte de Maupassant. Mais la leçon était la bonne, c'est-à-dire que voilà, il avait 80 ans passés, il confondait un texte de George Sand et un texte de Maupassant, mais il avait bien gardé la leçon qui lui avait été transmise par l'école. Du genre, le grand mouvement de la nature, le grand mouvement panthéiste fait que, oui, il y a de la mort, mais de la mort provient la vie, puis une espèce de grand cycle, etc. Et donc, quand on a eu la chance d'avoir un instituteur pareil, au sens étymologique, c'est-à-dire quelqu'un qui nous institue, eh bien, je pense qu'on est le plus heureux des hommes, ce qui est mon cas. Très bien. Aujourd'hui, que pensez-vous sur le plan sociologique de l'hyperconnectivité? Hier, on a interviewé une pédiatre qui est spécialisée en PMI. Vous voyez ce que c'est? La protection des mineurs face aux écrans, en gros. Et elle nous donnait des statistiques qui sont affolantes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche? Et comment vous voyez les choses? Et comment, si l'État a, entre guillemets, encore un peu les moyens d'arriver à se les donner, on peut arriver à faire quelque chose, parce que c'est vraiment un problème, enfin, selon mon point de vue, et vous allez me donner le vôtre, un problème sociétal dont on ne mesure pas les conséquences pour les années qui arrivent. J'ai vu un jour un reportage terrible à la télévision où on nous présentait dans un village des enfants assis sur le parvis de l'église et qui étaient très heureux parce qu'on avait connecté le village. Et donc l'Europe avait donné de l'argent. Il y avait eu un réseau qui avait été installé non loin de ce joli petit village, et le réseau permettait aux gamins d'être connectés avec leur téléphone portable. Et il y avait cette image terrible où on voyait un porche roman d'une vieille église d'une église de campagne, les enfants assis sur les marges de l'église et qui étaient en train de tripoter sur le truc qui avait l'air d'être les plus heureux du monde parce qu'ils étaient connectés. Et je me disais, tout est dit. Ils sont en connexion avec le monde entier de manière virtuelle, mais de manière réelle, ils tournent le dos à l'église, ils tournent le dos à cette œuvre d'art à ces œuvres d'art que sont les chapiteaux romans de cette église, et on est là en train de nous dire, vous avez vu, le progrès, c'est formidable. Dans le moindre petit village, on peut désormais utiliser son téléphone portable. C'est la peste. C'est-à-dire qu'on aurait dû faire un reportage en disant, c'est terrible. Ces enfants qui auraient pu aller
pêcher dans la rivière, aller voir dans une mare, récupérer des grenouilles, voir des libellules, chercher le nom des papillons, voir comment la nature fonctionne, comment le printemps arrive, ou ce genre de choses. En disant, quelle chance ils ont, ils peuvent jouer dans les bois, dans la forêt, apprendre le nom des arbres, des fleurs, être en contact avec la nature, voir les animaux, etc. Pas du tout. On disait, mais ces enfants vont pouvoir être connectés au monde entier, c'est-à-dire qu'ils ont la chance d'être des ruraux, on va en faire des urbains. Et ces urbains, ils vont pouvoir être connectés avec, alors je ne sais même pas quel nom vous donner, mais enfin, les héros, les influenceurs aujourd'hui, qui sont des crétins décérébrés et qui sont suivis par 3 millions de gens parce qu'ils mettent des photos, des vidéos de leur chat, de leur cuisine, parce qu'ils ont mis, je ne sais pas quoi, une fraise au milieu de leur camembert et que ça fait rire tout le monde et ils font des blagues scatologiques. Et là, on est connecté avec ça. Alors évidemment... Le téléphone portable est l'instrument de la domination des puissants. Les GAFAM, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça, que vous soyez connectés partout. Le chapiteau roman de l'église de votre village, laissez tomber tout ça. Un jour, on mettra un coup de bulldozer là-dedans parce que ça va s'effondrer et on y mettra un Apple Store. Et là, ce sera vraiment le progrès parce que là, pour le coup, en temps réel, vous allez pouvoir être connectés sur des mangas au Japon et... C'est l'instrument de la domination aujourd'hui, l'écran. Donc évidemment, tout est fait pour ça. À l'école, jadis, moi j'ai appris avec un porte-plume à écrire les pleins, les déliés sur du papier, etc. Ça passait par la main, on fabriquait un cerveau. Et aujourd'hui, on se dit, mais à quoi bon apprendre à écrire ? Moi, je vois de temps en temps à la télévision des images terribles. Quand on a des enfants à l'école, ils tiennent leur plume comme un gourdin. Leur stylo, quoi, mais c'est même plus une plume. On se dit, mais c'est des hommes sauvages à qui on a donné un jour un stylo, ils ont pris le machin comme ça, puis ils écrivent comme ça. Mais j'ai dit, on leur a pas appris à finement tenir leur stylo. Je parle même plus du stylo plume, je parle même pas de la plume. Hein. Mais comment on fait pour écrire comme un sauvage comme ça qui est en train de... Et puis alors on voit comment c'est écrit, on se dit, mais c'est pas possible. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des chaînes d'infos continues, vous avez des gens dont le métier consiste à dactylographier le texte, le bandeau passant, et vous avez 5 ou 6 fautes par jour sur ces bandeaux passants. Des accords de verbes, de pluriels, etc. On se dit, mais il y a quelqu'un dont le métier consiste à écrire un texte et qui ne maîtrise même pas l'orthographe. Et aujourd'hui, vous avez des députés qui sont... Je voyais encore ça ce matin, des députés qui font des textos bourrés de fautes d'orthographe ou de grammaire. Coquerel, pas Coquerel, Alexis Corbière. L'autre jour, 3 fautes dans un texto de 1 ligne et demie, quoi. Député de la nation, professeur d'histoire. Donc évidemment, on a une crétinerie généralisée avec les écrans, et je pense que c'est une façon d'abrutir les gens, le peuple, le monde, et qu'aujourd'hui, on lit de moins en moins, il faut que les livres soient de plus en plus simples, et puis les livres les plus vendus en fin d'année, c'est toujours un manga ou c'est toujours une BD. Et quand on me dit que les livres se portent bien, je dis non, si vous supprimez les mangas, les BD, les livres sur les chiens, les chats, les fleurs, les roses, et les livres de bien-être, de développement personnel ou ce genre de choses, plus 3 ou 4 locomotives, genre Houellebecq ou Amélie Nothomb, eh bien quand vous... Alors, c'est pas exactement la même chose, mais enfin, je veux dire, quand vous enlevez ça et que vous prenez le chiffre pur et brut du livre, qui est un livre, pas du tout un produit fabriqué par le système, parce qu'il faut faire un best-seller chaque saison, et là, vous vous apercevez que ça se passe pas bien du tout pour le livre. Et que, moi je vois, mon premier livre date de 1989, ce qui s'est passé entre deux, on a perdu 30% des lecteurs. Et plus vous vendez de livres, plus vous en avez perdu, en plus de ça. C'est-à-dire que les gens qui étaient capables de lire et d'aimer la littérature, la lecture, ont disparu. La vieille génération est morte. Moi, j'avais un médecin qui, quand il venait et que j'étais au fond de mon lit et pas bien, faisait un diagnostic en 30 secondes, il me faisait une ordonnance, et puis, mais parfois c'était même pas, et puis c'était en même temps qu'il faisait ça, il me dit, alors, vous êtes en train de lire ça, regardez les livres au pied de mon lit, ah oui, j'ai lu ça l'autre jour, et puis, vous avez vu, il vient de paraître un inédit de Céline, là, c'est drôlement bien, je l'ai lu, etc. J'avais un médecin avec lequel je pouvais avoir une conversation littéraire, et on pouvait aussi parler de la musique classique, et on pouvait parler de cinéma, ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que tous les médecins qu'on a sont un peu dans le même genre, mais c'est fini. Le médecin, le notaire, l'avocat, qui avait cette culture bourgeoise qui faisait qu'on avait des Pléiades chez soi, qu'on avait une collection de disques, qu'on allait au concert, terminé, tout ça. C'est-à-dire que vous êtes connecté, vous regardez une série Netflix, et puis vous avez acheté la dernière BD d'Astérix, et puis vous avez Bac+10. Donc vous imaginez bien que les gens qui ont Bac-10, c'est pas ces gens-là qui vont écouter Mozart ou je sais pas quoi, qui vont regarder un film de Dreyer, ou
C'est fini tout ça. C'est-à-dire que l'écran a effondré la culture classique. Ça veut dire que, pour imaginer que c'est pas grave que la culture classique s'effondre, simplement c'est le cerveau qui s'est effondré en même temps. Et aujourd'hui, on a des gens qui disposent de quelques neurones. Et les rapports humains aussi. Alors les rapports humains, c'est la même chose. Heureusement, il y a les pouvoirs publics qui sont là pour nous protéger. Donc on va faire un peu un grand écart. Je connais un petit peu vos positions sur les religions, etc. Que pensez-vous d'un État, on va prendre l'exemple de la France qu'on connaît peut-être un peu mieux que les autres, ou d'un chef d'État qui se proclame étant l'État-providence, l'homme providentiel? Parce que là, il y a quand même une notion que l'on peut rapprocher avec une notion d'un Dieu ou d'un fils d'un Dieu, la providence. Comment un État ou un homme d'État peut se qualifier d'être la providence ou providentiel? Alors c'est pas pareil. Entre l'État-providence et l'homme providentiel, le mot est le même, mais c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que... Alors l'État-providence. Alors l'État-providence, moi je suis pour, et je pense même que c'est un pléonasme. Un État-providence, c'est un État qui protège. Moi, quand je reçois une lettre avec le drapeau bleu, blanc, rouge, République française, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Dès que je reçois une enveloppe avec ministère de ceci, ministère de cela, je me dis, je dois de l'argent à l'État. Il va falloir que je paye des impôts. Il y a des taxes que je n'ai pas payées. J'ai été flashé à 70 à l'heure dans un village à 50. Je sais pas. J'ai construit un truc et j'ai pas eu l'autorisation. Donc l'État vous fait flipper là quand vous recevez? Mais presque tout le monde. Oui, c'est-à-dire que dès que vous recevez un courrier de l'État français, vous vous dites, qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est-à-dire que vous dites, tiens, c'est drôle, l'État qui devrait protéger, il est plus là. Moi, je suis donc, on l'a dit, mais fils d'ouvrier agricole et d'une mère femme de ménage. L'État, c'était à l'époque le chèque des bourses que je recevais. Alors moi, j'étais petit, mes parents recevaient pour moi. Je veux dire que quand je suis arrivé à la fac, tous les trimestres, j'avais République française, j'ouvrais et j'avais un chèque. Et ça me permettait, modestement, mais de vivre, de payer ma chambre d'étudiant, de payer mon train, de payer mes livres, et puis de payer ce qui me permettait de manger au restaurant universitaire, etc. Pour moi, l'État, c'était ça. C'était, j'ai pu faire mes études parce que j'étais boursier. Ça suffisait pas, je travaillais aussi à côté, mais ceci dit, je n'ai pas oublié que l'État, ça a été ça pendant que j'étais au collège, puis au lycée, puis après à l'université. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, l'État, ce soit immédiatement le père Fouettard? Si vous voyez arriver le drapeau bleu-blanc-rouge, il s'est passé quelque chose d'effrayant. Ça veut dire qu'effectivement, l'État s'est effondré. Il a gardé les fonctions régaliennes, c'est-à-dire que si vous avez un problème avec la justice, alors là, c'est pas sûr que la loi puisse être dite en votre faveur ou la justice. C'est pas certain. Mais si je reprends l'exemple, si vous traversez le village à 60 km/h, on va vous retrouver, on va vous inquiéter et vous allez payer. On dit donc, tiens, c'est drôle, l'État, quand il a envie d'être répressif, il fonctionne bien. Pourquoi cet État qui devrait garantir de l'école dans un village, de la poste dans un village, pourquoi cet État-là, il s'effondre? Choix politique. Depuis 83, date à laquelle la gauche s'est convertie à la droite, depuis 92, date à laquelle la France a renoncé à sa souveraineté avec le traité de Maastricht, depuis 2008, date à laquelle la France a dit le peuple a voté en 2005, mais il faut absolument qu'on vote contre le peuple, et en 2008, on va lui faire avaler ce traité qu'il n'a pas voulu 3 ans plus tôt. Depuis Macron qui, quand il est au pouvoir, dit « je perds une élection, c'est bien la preuve que je la gagne », les élections intermédiaires, je dirais. Donc j'ai perdu, je ne change rien, j'ai perdu, je ne change pas le Premier ministre, j'ai perdu, je ne change aucun ministre, j'ai perdu, je ne change pas de ligne. Là, j'ai presque perdu parce que 9 personnes font la différence et on n'aurait pu ne pas voter ma confiance. Il intervient en disant « mais une voix m'aurait suffi, je vous méprise souverainement ». Mais au-delà de ça, Michel, est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'une démocratie puisse élire des députés ou éventuellement, en l'occurrence, un chef de l'État avec 25-30% des inscrits? Est-ce que la démocratie, c'est ça, Michel? Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais pour ça, il faut un démocrate. Et tous les gens que nous avons au pouvoir ne sont pas des démocrates. Le dernier démocrate s'appelait le général de Gaulle. Le général de Gaulle, il fait un référendum en 69, il le perd, il s'en va. Mitterrand, il perd les élections, il reste. Mitterrand, il perd les élections, il reste. Chirac, il perd les élections, il reste. Chirac, il perd les élections, il reste. C'est-à-dire, ces deux-là, 4 fois, ont perdu les élections au cours desquelles, à l'issue desquelles le général de Gaulle aurait dit « je
je dissous l'Assemblée nationale, mais en même temps je pars moi-même, ou je refais un référendum, et puis voilà. Eux, non, ils restent, ils perdent, ils restent. Donc effectivement, on a ça depuis le début. Sarkozy dit en 2005 ils ont dit une chose, en 2008 il faut leur infliger. Macron nous dit si nous perdons les européennes c'est une catastrophe, si Marine Le Pen gagne les européennes c'est une catastrophe. Marine Le Pen gagne les élections européennes. Que dit-il? On a perdu de si peu que c'est une victoire. Donc je ne change rien. Mais c'est quoi leur finalité à ces gens-là? C'est quoi? C'est d'imposer... L'abus de pouvoir, l'ego? Non, c'est d'imposer la feuille de route maastrichtienne qui est écrite par les États-Unis. C'est-à-dire que Maastricht veut détruire les peuples, les pays, les nations, faire de telle sorte que l'Europe soit la courroie de transmission des États-Unis, de façon à transformer le monde en immense marché, et pour faire de telle sorte qu'on ait un gouvernement planétaire qui fasse l'économie des peuples. Selon vous, on est foutu? Je vois mal comment on pourrait s'en sortir autrement. J'avais bien aimé votre comparaison sur l'histoire du Titanic. Oui. Et c'est vrai que les pauvres sont dans la soute, en train de faire marcher les machines, ils savent pas ce qui se passe au-dessus. Et eux, ils savent même pas qu'ils vont mourir. Les classes moyennes sont au courant, mais essayent de voir s'il va rester peut-être un canot. Et ceux qui sont sur le pont, les riches, etc., ils ont déjà leur canot de prêt pour partir être sauvés. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est comme ça que ça se passe tout de suite. On sait très bien que... Vous êtes pessimiste, il n'y a pas d'espoir. Je suis réaliste. Oui, voilà, mais je suis comme vous, en fait, c'est ça le truc. C'est que moi, je suis très pessimiste et je ne vois pas, en fait, en réfléchissant, comment les choses peuvent s'améliorer. Parce que imaginez une révolution, vous dites, bon, bah tiens, après tout, il y a une révolution. Bon, révolution de palais, Macron est obligé de prendre l'hélicoptère, il quitte l'Élysée, il s'en va, et on n'en veut plus, parce que finalement, voilà, il s'en va où? Il n'y a aucun problème, il va trouver refuge dans un autre pays, et on fait quoi après? Qu'est-ce qu'on fait? Des gens me disent, aller au présidentiel, ça fait des années qu'on me dit ça. Et je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Imaginez que par un coup de baguette magique, je sois président de la République. Mais j'ai personne à mettre pour faire un Premier ministre, ou j'ai pas 20 personnes à faire pour nommer des ministres. Alors moi, je veux pas déjà, choisissez pas. Non, mais je veux dire que quand on me pose la question, il faut être éminemment concret. Comme vous êtes pessimiste, je dis non, je regarde le réel. Vous dites, le président de la République s'en va, il faut mettre quelqu'un d'autre à la place. Qui mettons? Pour quel programme? Ils veulent quoi, les gens? Une partie de la France qui suit Mélenchon et qui dit vive l'immigration totale, etc. Une autre partie qui dit non, on n'en veut pas de l'immigration, grand remplacement, c'est terrible, c'est pas bien. D'autres qui disent créolisation, c'est formidable, parce que la créolisation, c'est le grand remplacement de la droite, enfin de la gauche, et vice-versa. Et vous dites, mais on fait quoi? On sort de Maastricht, et il y a des spéculations de l'Europe maastrichtienne, et les dettes qui sont les nôtres, etc. Donc je ne vois pas comment on pourrait dire, si, il y a un plan B, il est très simple, homme providentiel, qui va faire ceci en faisant cela, de sorte que nous aurons ceci, qui donnera cela. Non, c'est fini. C'est un peu comme quand vous avez vu, quand le Titanic, justement, a heurté l'iceberg, qu'il y a un trou et que l'eau rentre, on se dit, bon, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait pas une voie d'eau? Vous dites, mais c'est trop tard. Et le problème, c'est pas de savoir comment on fait pour qu'il n'y ait pas de voie d'eau. Il y a une voie d'eau et le bateau va couler. Et une grosse voie d'eau. Mais oui. On a tout fait pour ça, c'est-à-dire que tout a été fait pour qu'on renonce à la souveraineté. Les gens en 92, ils renoncent à la souveraineté. On leur dit, vous ne voudriez pas utiliser une dernière fois votre liberté pour dire, nous renonçons à notre liberté. Les gens disent, oui. Mais il faut dire qu'il y a eu matraquage, il y a eu tout ce qu'il fallait pour ça. On leur a dit, mais il s'agit de faire une grande Europe dans laquelle on aura la paix, la fraternité, l'amour, le plein emploi, etc. Les gens, ils ont cru à ça. On leur vendait une idée. 25 ans, 30 ans après, on leur dit, bon, c'est plus une idée, elle a été réalisée, alors vous êtes toujours pour, vous êtes toujours contre. Les gens disent, ah non, on a vu ce que c'était, finalement, on a été un peu abusé, quoi. On leur dit, trop tard. Oui, enfin j'en rigole, mais c'est pas rigolo. Oui. Non, mais est-ce qu'on joue pas un petit peu sur cette zone de confort, cette espèce de... On est en coucounet quelque part, parce qu'on vit aujourd'hui dans une zone de confort en Occident, je parle bien, comme des pachas du Moyen-Âge. Aujourd'hui, nous avons besoin, nous, pour satisfaire nos besoins fondamentaux, se nourrir, nous déplacer, se chauffer, etc., de 600 esclaves, en gros, qui vont pédaler par individu pour nous fournir cette énergie pour être à peu près correct. C'est l'exemple de la modélisation de Jean-Marc Jancovici. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Et je pense que ce modèle est assez proche de la vérité. Mais est-ce qu'on ne tient pas les gens, justement, dans cette zone de confort en disant, attention, si ça tombe, c'est fini. Il va falloir se lever les manches et on va remplacer l'huile de roche par l'huile de coude.
Oui, mais moi je ne crois qu'aux décroissants, et qui sont cohérents. Il y a les gens qui sont décroissants et Mais qui est-ce qu'on vivent. est capable de les accepter, cette Ah ben non, décroissance? les gens ils veulent le beurre et l'argent du beurre. J'écoutais l'autre jour sur France Inter, j'écoute jamais ça, mais j'allais à l'aéroport et le chauffeur de taxi écoutait France Inter, une matinale, et j'ai assisté à la matinale de France Inter. Alors c'était l'apocalypse selon le climat, et qu'il fallait ceci, qu'il fallait cela. Donc on nous disait comment il fallait faire des économies en se brossant les dents et en coupant l'eau quand on se brossait les dents, les petits besoins, les gros besoins dans les toilettes. Enfin, on rêvait complètement, mais j'avais juste envie de donner un coup de fil en disant, mais vous savez, on pourrait commencer par arrêter la diffusion de France Inter. Par Parce exemple, que s'il n'y avait pas France Inter, il n'y aurait pas de trucs pour diffuser, pour recevoir, etc. Et la trace carbone de tous les gens qui vous écoutent actuellement parce qu'ils sont sur un téléphone, sur une radio, dans une voiture, etc., ça suppose des pollutions planétaires. Donc arrêtez. Commençons par ça. C'est-à-dire que si on arrête tout de suite la diffusion de France Inter, vous verrez les économies d'énergie qu'on va pouvoir faire. Et la trace carbone qu'on va économiser, ce serait formidable. Évidemment que ces gens-là ne vont pas le dire. Donc c'est vous commencez par faire des efforts. Moi, je n'en ferai pas. Et à un moment donné, on dit, bon, vous êtes fort sympathique, mais c'est toujours les mêmes qui font des efforts. Donc, commencez, tirez les premiers, messieurs les journalistes de France Inter ou les autres, quoi. Donc on nous dit, il faut pas prendre des avions, les personnes, les retraités qui ont envie de se faire plaisir pour partir au Maroc pendant les vacances d'hiver parce qu'il fait froid, etc. On leur dit, mais enfin, la couche d'ozone, etc. Mais personne ne dit, vous avez vu tous ces gens qui sont à Davos, qui sont venus avec des jets privés. Ça n'a gêné personne qu'un jet puisse apporter là 3 personnes et polluer comme une personne pendant toute sa vie, éventuellement. Ah ben non, ces choses-là ne sont pas dites. Parce qu'effectivement, le système a intérêt à culpabiliser les petits pendant qu'eux peuvent continuer à déverser leur propagande.